Rejoindre sur ce programme et surtout pour votre... Bonsoir. Le Point reçoit ce soir Monsieur Papi Tamba, qui est le communicateur de la majorité présidentielle, mais également membre du... Lui, nous allons faire le point de quelques questions d'actualité. Merci Madame Magique. Et c'est un honneur et un plaisir pour la toute première fois en face de vous. Ça nous fait plaisir également, mais comment se porte le PPRD puisque vous faites partie de ce parti? Très bien. Ça se porte très bien. Alors, le PPRD qui est le parti du peuple pour la reconstruction, puisqu'il y a le mot démocratie, est-ce qu'il y a réellement la démocratie au sein du PPRD? Dans un sens figuré comme au sens propre, oui. Alors que répondez? Je pense que le PPRD et sa loi au sein du présidentiel sans tenir compte de son de cloche des autres partis qui se trouvent dans ce plateforme. Parce qu'au contraire, moi j'aurais les sentiments inverses. Je dirais que le PPRD donne bonne raison. Regardez les mandats passés. Tout un mandat. Les Palous avaient, si je ne m'abuse, moins de 50 députés, mais le PPRD a respecté un accord politique en cédant la primature pendant tout un mandat complet à un autre parti. Le PPRD a plus de 150 députés. Regardez la composition au niveau du gouvernement. Des choses, le PPRD ne dicte absolument rien. Respecte une certaine logique. Lorsqu'une certaine majorité prend les rênes ou le contrôle de quelque chose, ça ne voudra pas dire qu'il y a effritement de la minorité. C'est tout simplement le respect de ce que la majorité devant par rapport à la minorité. Et les PPRD, ce qu'ils devaient lâcher. Mais il faut pourquoi? Parce que nous sommes tous cette minorité. Au sein de la plateforme, parce qu'il ne faut pas oublier, les PPRD, les autres minorités sont des frères. Nous sommes tous dans la majorité présidentielle. Donc les sentiments qui nous... Les relations que nous avons ne sont pas des relations de méfiance. Mais cette minorité pense quand même que vous les faites attention. Par exemple, en ce qui concerne de la Constitution, il y a quelques voix qui se sont levées, entre autres, qui s'est insurgé la révision constitutionnelle à Jean-Claude Mouyambou, qui d'ailleurs vient de claquer la porte à la MP. Dans son adresse, il a déploré le au sein de la plateforme présidentielle. Vous savez, ça ne choses sortent de la bouche de M. Mouyambou, qui a écrit jusqu'à 13 lettres ouvertes au gouvernement. Annonce pour dire que la personne, c'est-à-dire parler du gouverneur Moïse Katumbi, c'est différentes démarches. Cette personne aujourd'hui s'est rendue à l'évidence. L'annonce était un coup de pied dans l'eau pour se plier devant le même gouverneur Moïse Katumbi et l'appeler mon frère. Cette sorte de versalité, lorsque ça anime un homme politique, lorsqu'on se distingue de la vacuité en tant qu'un homme politique, on perd ce qu'on appelle la crédibilité. Et quand on est plus crédible, on s'étend plus pour commenter vos déclarations. Donc je ne pourrais pas, très sincèrement, me retrouver sur un plateau pour commencer à commenter les propos de M. Mouyambou. Je sais qu'il m'est arrivé de faire des émissions lorsqu'il s'est distingué encore dans ses lettres ouvertes, peut-être parce que je ne connaissais pas l'homme. J'ai essayé de réagir, mais aujourd'hui je sais que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas que demain, qui reviendra encore dire que la majorité c'est sa famille politique. Alors il a déclaré qu'il va aider Joseph Kabila à quitter le pouvoir. Vous savez, quand on aide... Il s'oppose maintenant au régime kabyliste et vous pensez que c'est un coup de tête, c'est par un effet de hasard, n'est-ce pas un signal fort quand même? Vous savez, l'humble et serveur Papi Tamba qui est en face de vous, ça fait 9 ans
qu'il est dans la politique, vous ne pourrez pas lui opposer des propos contradictoires en s'énervant. Allez, vous êtes journaliste et je connais vos qualités de journalisme. Je pense que vous pourriez essayer de voir dans les parcours de M. Muyambo. C'est ça que je vous dis qu'aujourd'hui, nous parlons de quelqu'un qui a perdu des crédibilités. Et lorsque quelqu'un perd des crédibilités, on s'étend plus sur ses déclarations. Parce que ce qu'il vous dit aujourd'hui, ne soyez pas surpris que demain qu'ils vous disent l'inverse. C'est ça qui anime Muyambo. C'est ça la recette Muyambo qui nous a vendue. Donc voilà. D'accord. On donne maintenant, on peut donner raison à Joseph Kabila qui avait dit qu'il n'a personne avec qui collaborer, il n'a même pas 15 personnes, donc il ne sait pas qui est qui et qui fait quoi dans sa famille politique. 15 personnes, ce n'est pas personne, mais je pense qu'il ne faudrait pas aussi sortir cette phrase du chef de l'État de son contexte. Nous sommes dans la rhétorique pure et simple. Le chef de l'État a commencé par dire que nous sommes venus, parlant du pouvoir actuel, de la rébellion. Nous n'avons pas eu le temps de former nos propres cadres. Nous avons trouvé des cadres issus du moboutisme avec qui nous devions composer. De la révolution, vous voulez dire? De la révolution. Nous devrions, merci beaucoup, que nous devrions composer avec eux. N'ayant pas eu le temps de former nos propres cadres, nous avons fait un mariage avec la mentalité que nous avons trouvée, mais laissée par le moboutisme. C'est pourquoi, pour développer un État, on n'a pas besoin forcément de 1000 personnes. On n'a pas forcément d'un millier de gens. Il dit, nous avons besoin de 10, 11, 12, 13, 14, 15 personnes. Alors, les avons-nous? Il dit non, peut-être nous avons 6, 8, 7 et 9. Alors, lorsqu'on les dit et qu'on comprend les choses dans les contextes et qu'on sait comprendre les Français, on arrête un peu de dire les choses telles qu'on essaie de les présenter. Alors, c'est une mentalité moboutiste. On le vérifie dans le chef de Caméré, dans le chef de Muyambo, dans le chef de tous ceux qui sont partis de la famille politique du chef de l'État. Et on le vérifiera demain aussi parce que la porte est ouverte. Moi, je crois que ça ne fait que commencer. Je parlerai plus des entrées. Hein, pour parler de quelques sorties. C'est le cas du MLC qui minimisait les départs. Et aujourd'hui, il a perdu le 3/4 d'électorat. Non, nous ne minimisons pas les départs. Lorsqu'il y a un départ, ne parlons pas de Muyambo parce que Muyambo, son départ ne convainc personne. Comme je suis en train de vous dire, que demain, Muyambo pourra vous surprendre en disant qu'il revenait à la maison. Et vous l'accueillerez. Ça, c'est... Vous savez, même la Bible dit qu'un enfant prodige, quand il revient, il faut l'accueillir. Je ne pense pas qu'on va faire l'inverse. Mais pour Caméré, en revanche, ça devient différent. Ça devient différent parce que moi, j'ai toujours pensé que les Caméré qui avaient écrit pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila étaient sincères. Et je vais l'avouer ici. Moi, je suis la diaspora. Parmi les gens qui ont contribué, que moi, je puisse intégrer le PPRD, que je puisse soutenir les chefs de l'État, c'était en 2004-2005, je pense, c'était M. Kamé Lokanine Vital. J'ai senti les marques de la sincérité, la manière dont il essayait, secrétaire général du parti, de vendre, entre guillemets, quand je dis vendre, comprenez l'expression, son chef, et les pays ainsi que les partis. Mais aujourd'hui, j'ai en face de moi un Kaméré aigri. Je peux comprendre son aigreur, peut-être parce qu'il avait quelque chose d'autre, il avait d'autres ambitions et qu'il trouve que cela s'est arrêté. Mais quoi, par exemple, quelqu'un qui se retrouve déjà président de l'Assemblée nationale, quelle ambition aurait-il? Je vous dis que ces Caméré-là, secrétaire général du PPRD, président de l'Assemblée nationale, dans ses déclarations, avec son livre qu'il avait écrit, j'ai senti les marques de la sincérité. Je suis en train de le dire ici et puis l'avouer. Ayant quitté le perchoir de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, j'ai en face, j'observe un Caméré aigri, un Caméré qui règle des comptes. Ça me rappelle quelqu'un dans ce pays, quelqu'un qui se retrouve du même côté que M. Caméré, qui était ami avec un ancien président dans ce pays qui a fait 32 ans. Cette personne l'a accompagné pendant les 20 ans de son existence, de l'existence de son pouvoir, en ayant occupé des postes de responsabilité très importants. Un jour, pendant que le président du conseil législatif était mort, c'était Kaloum, je pense, lui qui était vice-président, était le remplaçant naturel. Le fait président Boutou a préféré Ndonomia.
vous savez ce qui s'est passé, c'était le début d'une opposition. C'est l'aigreur face à celui qui a été un ami hier. Maintenant, je ne considère pas ce genre de choses comme étant une opposition. Je considère ça comme étant un règlement des comptes. Alors, quand quelqu'un règle des comptes, il peut les régler dans un cercle privé. Je ne voudrais pas, moi, être mêlé dans ce genre de débat parce qu'une personne est en train de régler ses comptes. Si aujourd'hui, M. Kamel Lokanine Vital pense qu'on lui a arraché les beefsteaks qui étaient de sa bouche par les chefs de l'État, il n'a qu'à régler ses problèmes avec lui. Mais il ne faut pas conduire les Congolais dans ces sentiers-là parce que, un, nous ne l'emprunterons pas, mais deuxièmement, ce serait prendre les pays en otage comme quelqu'un a pris les pays en otage pendant 7 ans. On a engagé les pays vers la voie de la démocratisation en 90. Jusqu'à 97, il y avait pratiquement une sorte de bipolarisme que nous avons observé entre deux personnes qui se cherchaient. Heureusement que l'histoire ne se répète pas. J'aime pas trop citer les noms de gens, mais l'histoire ne se répète pas parce que nous avons un chef de l'État qui sait se mettre au-dessus de la mêlée. Et comme disait Valérie François Giscard d'Estaing, qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. C'est ça qui caractérise Joseph Kabila et c'est pourquoi je les soutiens entre autres. Ben voilà. Alors, que dites-vous par contre à cette mise au point qui a été faite il y a quelque temps en ce qui concerne une nouvelle majorité qui est en train de se créer au sein de la MP? Vous savez, l'histoire de la nouvelle majorité, vous savez, nous sommes dans la politique, ça ne commence pas aujourd'hui. Vous vous rappellerez, avant la mise en place de l'actuel gouvernement, on nous avait parlé aussi d'une nouvelle majorité, sauf que le vocable était maintenant du président Kengo. Ce n'était pas déjà la majorité. Donc, dans la politique, c'est un peu légitime de le voir aussi comme tel. Il y a toujours une guerre de positionnement. On ne s'assoit pas. Dans la politique, c'est une branche qu'on ne mérite pas. Et lorsqu'on trouve que la branche qui est installée, on ne se retrouve pas, on essaie de créer des choses. Ça, c'est la réalité de la politique. Et nous ne pourrions pas, malheureusement, changer les esprits des gens qui viennent dans la politique. Donc voilà la situation. Maintenant, soit cela peut prospérer, alors dans ces cas, ça va scier l'ancienne branche, soit l'ancienne branche sera solide et les choses vont continuer comme telles. Alors, Fayulu Martin, qui n'est pas Vital Kamere, qui n'a rien à voir, qui n'a pas le profil de Kamere, comme vous venez de le décrire tout à l'heure, avec son FAC, Force Acquise au Changement, vous donne jusqu'au 24 novembre, parce qu'il en a vraiment assez de ce qui se passe au sein de la famille présidentielle, la gestion du pays, etc. Vous donne jusqu'au 24 pour retirer de l'Assemblée nationale la loi portant la révision constitutionnelle. Maintenant, je vous surprendrai. Je vais répondre en disant que, vous savez, lorsque Fayulu Martin avait mis en place avec Kamere ce qu'ils ont appelé plateforme Sauvons le Congo, j'avais rigolé parce que je me suis dit qu'ils ne feront pas un schéma simple pendant 1 an. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont même plus ennemis que nous autres. Je le pense. Parce que Martin Fayulu, qui a cherché, et je pense que les déclarations aux États-Unis d'Amérique faites par certains, de leur propre famille politique aussi, l'attestent aujourd'hui. Il était prêt à dire que j'ai renoncé à l'opposition si vous me nommez au poste de la DG de la SNEL. Ça, c'est sorti des gens de leur propre famille politique et c'est ça qui est à l'origine même du conflit aujourd'hui qu'ils ont avec M. Kamere. Donc, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas le 24 novembre cet ultimatum si les chefs d'État avaient accepté de les nommer. Alors, lorsqu'on vient faire les choses de cette manière, ça s'appelle en français les chantages. Et vous savez, les chantages dans la vie, il n'y a que des esprits faibles qui cèdent à ça. Il n'y a que les esprits. Maintenant, Martin Fayulu, qui nous promet l'apocalypse d'ici le 24 novembre. Écoutez, l'apocalypse existera bien dans la vie. Il y aura bien des gens qui seront emportés. Maintenant, attendons, le 24 novembre, c'est demain. Ce n'est pas dans une éternité, ce n'est pas dans 10 ans. Attendons. Mais lorsque je vais seulement dans mon village, moi je suis de Kibouété dans les Sekebanja et les Bas-Congo. Martin Fayulu ne connaît pas. Je vais dans mon village. Son parti, vous l'avez cité tout à l'heure, comment il s'appelait encore Essidé ne connaît pas. Dans mon village, ils ne connaissent pas, Martin Fayulu. Alors, je ne sais pas si dans mon village, le 24 novembre, ils vont suivre l'appel de celui qui ne connaissent pas. Je ne sais pas.
Donc, pour moi, je ne suis pas venu dans la politique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de faire, minimiser? C'est comme ça que ça s'est passé avec Compaoré? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être vous voudriez bien qu'on en parle. On en parlera de toute façon. Madame Magique, on ne minimise ni les faits, ni les personnes. Ce n'est même pas aussi la manière de faire, ni de la majorité, ni de l'humble et c'est vrai Papi Tamba qui est en face de vous. Mais néanmoins, dire la vérité, si vous devez l'interpréter comme minimiser les faits, là maintenant, allons-y. Parce que, par rapport à ces projets de révision constitutionnelle à RDC, l'Église catholique en premier avait organisé un forum de 3 jours pour amener les intellectuels congolais à réfléchir à la matière. J'ai assisté pendant ces 3 jours. J'étais présent. L'Église était incapable de réunir plus de 250 personnes par séance. J'étais là, on ne m'a pas raconté des histoires. L'opposition qui appelle les gens Andjili, vous avez les images, vous êtes journaliste et vous les savez. Ils n'ont pas pu réunir ou mobiliser plus de 5000 personnes en plein Tchango, considéré comme étant la Chine populaire de Kinshasa. L'opposition qui revient avec l'Isanga Bonganga, qui réunit que 300 personnes sur les mêmes sujets. Et après, 24 partis de politiques de l'opposition, plus la société civile se réunit toujours sur les mêmes sujets. C'était en face du palais du peuple, moins de 2000 personnes. Là, maintenant, les dire, je ne minimise ni les faits ni les personnes. Alors, comment analysez-vous ces faits? Je vous parle des faits. Les Congolais en ont marre. Je vous parle des faits. Alors, comment analysez-vous cette... Non, c'est que les Congolais... vous savez, les chefs de l'État avaient dit une fois que le peuple congolais connaît son histoire et ses politiciens. Et aujourd'hui, c'est cette réalité. Parce que c'est un grossier mensonge de dire aux gens aujourd'hui qu'il y a un projet qui existerait dans un salon pour réviser l'article des Savins. C'est-à-dire, ici en RDC, appeler les gens à manifester pour quelque chose qui n'existait pas. Vous savez comment on l'appellerait? On l'appellerait tout simplement faire une sorte de diversion sur la réalité. Parce que la réalité de notre pays, si nous parlons de la révision constitutionnelle, elle se trouve à quel niveau? Elle se trouve au niveau où, au moment où nous parlons, nous avons les assemblées provinciales. Nous avons les gouverneurs des provinces et les sénats, qui sont en dépassement des mandats de 2 ans et demi. Ça, c'est la réalité dans notre pays. Fuir cela pour regarder la tête de Joseph Kabila n'efface pas la vérité. La réalité dans notre pays, c'est que nous avons des élections locales qui ne sont jamais organisées alors que nous avons déjà organisé des élections. Il faut apporter des remèdes et des solutions. C'est pourquoi la majorité dit, pourquoi ne pas suivre la feuille de route de la CENI qui propose que nous puissions d'abord, en 2014, parce que nous ne sommes pas en 2016, résoudre ces problèmes. C'est-à-dire quoi? Procéder par la révision de la Constitution pour permettre un scrutin indirect qui nous permettait de gagner du temps et qui nous permettait aussi de faire des économies. Vous faites des élections avec un scrutin direct au niveau provincial et local, ça vous coûte 300 millions de dollars. Scrutin indirect, ça vous coûte 6 millions. L'État économise 294 millions. Deuxièmement, vous le faites par un scrutin indirect, vous gagnez du temps pour organiser les autres échéances électorales. Ça, c'est le débat qui se trouve en République démocratique du Congo. Au Burkina Faso, le débat, c'était la révision de l'article 37. On va parler de toute façon de Burkina Faso. Non, mais c'est une façon de vous dire que mentir les peuples congolais... Merci beaucoup. On y arrivera, merci mais beaucoup. Je veux quand même qu'on rentre à l'Assemblée nationale, puisqu'on a parlé de Fayoulou. Et à l'origine du chaos qui se vit actuellement au sein de l'Assemblée nationale, il y a un député du PPRD qui est à l'origine de ces chaos. C'est juste pour entretenir une certaine opacité dans la gestion de la chose publique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut absolument entretenir un flou autour de la gestion? De la gestion de quoi? Vous parlez de quel dossier? La chose publique. La chose publique dans son ensemble ou bien... Un député... Vous savez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je sais beaucoup de choses de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a le cas du ministre de l'Industrie, mais également du ministre délégué aux Finances. Écoutez, parlons d'abord de la motion. Vous savez très bien de la motion de la défiance. Non, mais... Vous savez très bien. Et qui est à l'origine de ce chaos? C'est un député du PPRD, pas de la majorité, mais du PPRD. Et vous parlez d'un chaos, je ne sais pas comment vous le comprenez, mais pour moi...
je me dis que lorsqu'on est maintenant dans l'hémicycle, face aux enjeux qui divisent les différents protagonistes politiques, on est dans des jeux politiciens. Je dis bien quand on est dans l'hémicycle, je vais faire une petite politique comparée. Permettez-moi, parlons de la France. En France, il y a un dispositif que la Constitution permet, qu'ils appellent l'article 49.3. Vous amenez une interpellation du gouvernement, et un vote de défiance ou n'importe quoi. L'article 49.3 permet au gouvernement d'éviter les débats. Par rapport à ce sujet, le gouvernement engage tout simplement sa responsabilité pour dire que je refuse tout débat de cette matière et si la représentation nationale n'est pas d'accord, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. C'est lui qui l'a le plus utilisé, plus de 19 fois, si je m'abuse, c'est le Premier ministre Rocard, qui savait qu'il avait la majorité au Parlement. Aucune fois son gouvernement n'est tombé. Parce que, en politique, je dis bien, je parle de politiciens et nous parlons politique. Parce que la RDC ne se trouve pas à la planète Mars. La RDC se trouve à côté des autres États. Et en politique, laissez-moi vous dire que lorsque nous entrons dans la mesquinerie politique, on ne se fait pas piéger. Parce que les matières qui sont abordées au niveau de l'Assemblée nationale, parlant de ces deux cas que vous venez de citer, il n'y a pas que l'Assemblée nationale comme cadre pour les traiter. Un ministre qui reçoit des gens et un ministre peut aussi fournir des explications. Nous qui sommes ici, il nous arrive de parler de certaines matières avec certains ministres qu'il n'y a qu'à demander audience et rendez-vous. Mais lorsqu'on essaie d'amener les problèmes pour parler de la défiance, c'est une matière qui peut se traiter autrement, nous sommes dans des jeux politiciens. Et là, la mesquinerie entre en ligne de compte. Et on ne se laisse pas faire, sauf si on est naïf, un naïf politique. Donc c'est pourquoi je suis en train de vous dire que ne peut pas comprendre ce genre de choses, c'est lui qui refuse de voir les choses sur les plans politiques. Mais alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'Assemblée nationale actuelle n'est pas différente d'une caisse de résonance? Il y a un débat actuellement qui est mondial sur le rôle des assemblées nationales. Pourquoi? Partout au monde, vous le remarquerez qu'une assemblée nationale qui a une majorité qui dirige, c'est-à-dire si la majorité qui dirige a aussi la majorité au Parlement, ils travaillent pour faire passer leurs lois. Et c'est partout au monde pareil. C'est pourquoi un chef de l'État élu se lance dans une première démarche, c'est de chercher une majorité au Parlement. Vous ne l'avez pas, vous entrez à la cohabitation. Et ça, ce sont des jeux politiques qui ne sont pas une innovation congolaise. Maintenant, c'est là, je dis qu'il y a ce genre de débat. Nous disons, mais ça devient une sorte de caisse de résonance, mais ce débat est mondial. Et nous ne sommes pas ici en RDC pour dire que nous ferons l'exemple, pour dire que nous n'allons pas faire les choses autrement. On fait de la politique, vous cherchez à gérer, vous devez chercher à avoir la majorité au Parlement. Maintenant, l'opposition, au niveau du Parlement, a des moyens d'action. L'opposition a des moyens de porter les débats autrement. Vous savez, ailleurs, nous voyons des actions menées par l'opposition. L'opposition peut, par exemple, toucher les grands publics par des livres qu'ils peuvent publier. On publie plus de livres quand on est dans l'opposition, ailleurs, que lorsqu'on est au pouvoir. On anime plus de conférences ailleurs. Vous avez les pressentiments que c'est le contraire? Maintenant, je vais seulement vous dire une chose. Montrez-moi les livres publiés par non-Martin Fayoul. Et peut-être je reviendrai. D'accord. Donc, pour vous, tout va bien, il n'y a pas de déficit dans la gestion de la chose publique? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de déficit. Je suis en train de vous dire qu'un débat peut rester serein, il peut rester un débat simple, où nous pourrions parler et nous pourrions tous condamner certains faits. Mais il ne faut pas utiliser la mesquinerie de faire d'un débat citoyen un débat politique avec d'autres agendas cachés. Là, maintenant, dans la politique, le règlement est assez clair, que le pouvoir, on l'obtient, mais on ne le sert pas sur un plateau d'argent. Et que l'opposition ne s'attende pas à ce que la majorité, puisqu'il y a certains, j'ai ouï dire
qu'il y a certains qui disent que non, voilà, en tout cas l'alternance voudrait dire que l'obésité a bino de l'eau et abisso. Ça ne se passe pas comme ça. En France, la droite a été au pouvoir pendant 3 mandats successifs. Ils n'ont pas laissé à la gauche une sorte de cadeau. La gauche est arrivée, ils ont réuni les éléments plutôt dans les rangs pour essayer d'obtenir le pouvoir. En Chine, beaucoup pensent que les partis communistes chinois c'est un parti unique. Non, il y a 8 autres partis à côté. Mais c'est depuis 1949 qu'ils sont au pouvoir. Si nous allons dans cette logique, on va comprendre par là que la majorité de la famille présidentielle tient absolument à conserver le pouvoir, mais sans Joseph Kabila. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un en vue qu'on pourrait, on aurait à nous présenter lors des élections futures? Vous savez, j'ai aussi appris une chose dans la vie, ça c'est une sagesse élémentaire. Non, j'ai appris une chose. Quelqu'un parle de Katumbi? Comme le dauphin de Kabila? Non, j'ai appris une chose dans la vie, c'est que lorsque je me rends chez des gens, j'attends seulement que les gens me donnent l'info de la maison. Maintenant, je ne commence pas à spéculer. C'est ce que j'ai appris. Alors, maintenant, je crois qu'à ce stade précis, il y a des bouches autorisées au sein de la majorité présidentielle. Les moments venus, ces gens-là s'exprimeront. Alors, toutes les spéculations qui sont autour, pour moi, ça devient tout simplement les effets des cafés de commerce. C'est des discussions que nous pourrions maintenant essayer de faire lorsqu'on est fatigué parce qu'on a besoin de passer un peu du temps autour d'un jeu de Scrabble, ainsi de suite. Mais si nous devons maintenant être rattrapés par la réalité, attendons les moments venus, les bouches autorisées s'exprimeront. D'accord, d'accord. Alors, on va parler des élections et de la décentralisation. Que pensez-vous de l'Office national de l'identification nationale, qui est dirigé de main de maître par le professeur Loumano? Est-ce que vous pensez qu'ils ont suffisamment de temps pour faire le travail qui leur est accordé? Moi je crois que d'abord c'est arrivé au moment où il fallait que ça arrive parce que cela fait suite aux recommandations données même par l'opposition. Ça devait arriver en 2012, par exemple. Comment voudriez-vous que ça arrive en 2012 dans un contexte politique qui était agité bien entendu par rapport aux autres amis? Vous savez, dans ces pays, on nous a habitués des choses. Nous organisons les premières élections en 2006, nous étions dans les processus en 2007, nous organisons les élections provinciales, sénatoriales et puis des gouverneurs des provinces, coup d'arrêt. C'est maintenant la tête de Malumalu qui est réclamée. Il fallait remplacer la CI par la CENI. Blocage jusqu'en mars 2013. Est-ce qu'on peut gérer les temps? Est-ce que cet office d'identification nationale aura suffisamment de temps pour faire le travail? Mais je suis en train de vous dire que c'est arrivé à propos. Et ce travail, vous pensez que ça ne sera pas contesté par la suite? Bon, la contestation, nous aimerions ne plus la vivre, mais je me pose la question si dans ces pays, on peut encore voir un travail qui ne soit pas contesté parce que vous savez qu'il y a des gens qui se préparent sur la contestation. Mais pour ce qui est des temps, les temps, c'est une question de méthode. Et moi, je vous dis que s'ils travaillent avec méthode, connaissant les professeurs Loumano un tout petit peu, c'est quelqu'un de méticuleux et avec l'équipe qui sera mise en place, ils peuvent travailler avec méthode. Et avec méthode, ils peuvent gérer les temps pour faire ces travaux, parce que ce travail doit absolument être fait de manière à assainir un peu le système électoral de notre pays. Il ne faudrait pas que nous ayons indéfiniment des situations à répétition dans notre pays où nous nous posons des questions, où nous essayons toujours d'avancer d'un doute vers un autre doute. Il faudrait que la certitude commence à gagner des terrains. Comme ça, les contestataires de mauvais augure commenceront maintenant à se dire que voilà, nous voulons contester parce que nous voulons en faire une discipline, hein, mais nous avons des éléments rationnels qui nous obligent à un autre comportement. Mais dans le souci de cohésion nationale, pourquoi cette structure ne comporte pas toutes les tendances? Comporter toutes les tendances. Vous savez, la cohésion nationale n'est pas la négation. Je dis bien, n'est pas la négation de gérer les choses quand on a gagné. La cohésion nationale n'est qu'une ouverture. Et lorsqu'on essaie de mettre en place une ouverture, on pratique la politique que le peuple avait adoptée lorsque le peuple vous a élu. Alors, il n'y a pas d'obligation à cela. Il n'y a pas d'obligation. Comme aussi, il n'y a pas aussi d'obligation à la fermeture. Il a plu au chef de l'État qui, par son pouvoir discrétionnaire, a trouvé qu'il fallait bien nommer les personnes et la structure de cette manière. Il n'y a rien qui est vicié en la matière. Voilà.
Alors, vu le temps qui nous reste, d'aucuns pensent qu'il sera difficile d'organiser toutes les élections, vu le temps qui nous reste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudra par contre opter pour un dialogue que l'opposition est en train de proposer, qui est soutenu par l'Union européenne et toutes les structures internationales? L'opposition propose quoi? Le dialogue. L'opposition propose les dialogues sous quel format? La majorité présidentielle, avec à la tête les chefs de l'État, et l'opposition, ils vont tous devant Martin Kobler. Voilà, nous venons dialoguer devant vous. Ils vont tous devant par exemple, des institutions internationales. Voilà que nous venons dialoguer devant vous pour dire quoi? C'est ça qui fait que dans notre pays, nous commençons à observer une sorte de sursaut d'orgueil de certaines personnalités qui viennent travailler dans notre pays. Il suffirait de faire 2 ans en République démocratique du Congo pour se considérer comme étant un expert de la région. Martin Kobler aujourd'hui est devenu expert de la région, comme il y en a plein. Et ces gens-là, quand ils parlent, non, c'est pas ce qui fâche. C'est pas ce qui fâche. Il n'y a rien qui fâche. Nous voulons seulement interpeller nos amis de l'opposition, les appeler au meilleur sentiment. Dire que dans la vie, la souveraineté, c'est quelque chose de très précieux. La dignité d'un peuple, c'est quelque chose qu'on ne brade pas parce qu'on a des problèmes ou des comptes à rendre, des comptes à quiconque. Les Congolais, je pense qu'ils ont été aux concertations nationales, entre eux. Aujourd'hui, parler d'un dialogue, ça veut dire quoi? Vous voulez au moins proposer des choses aux gens qui dirigent les pays. Demander une audience au chef de l'État. Mais l'audience ne suffit pas. Non, mais parler. Ne commencez pas. Non, mais attends, si je dis l'audience ne suffit pas, c'est un point de départ. Vous serez en face. L'audience n'a rien à voir avec le dialogue. Non, demandez une. Non, l'audience couvre plusieurs matières. J'ai dit que vous demandez une audience. Le dialogue doit être permanent. Mais le dialogue est permanent dans un cadre institutionnel. Or, ce qu'il propose n'est pas institutionnel. Maintenant, si vous avez des choses à proposer... Ce qui était institutionnel, ce sont les concertations nationales, mais où... Non, les concertations nationales ne sont pas aussi permanentes. Où sont parties les résolutions de concertation nationale, par exemple? Mais attendez, vous parlez aujourd'hui de cet office qui vient d'être mis en place. C'est une des résolutions de quoi? Des concertations nationales. Il y en a plein. Il y a déjà une feuille de route qui a déjà commencé à, permettez-moi l'expression, un peu à œuvrer, c'est-à-dire à être mise en route. Mais si les Congolais refusent de les voir, moi j'étais dans ces concertations, je sais à peu près quelles sont les résolutions qui ont été prises et les 100 résolutions qui étaient considérées comme état prioritaire. Nous sommes dans ce schéma-là. Mais maintenant, ce que je disais tout à l'heure, les Congolais peuvent tout à fait, à tout moment, si n'importe quelle matière, dialoguer entre eux. Et ils peuvent montrer à la face du monde que c'est un peuple mûr, c'est un peuple mature, qui peut essayer de résoudre certaines divergences entre eux. Alors, si c'est ce que nos amis pensent dans leur esprit, ils sont les bienvenus parce que le cadre du dialogue est permanent. Mais il ne faudrait pas chercher à dialoguer, mais avec un format qu'on n'acceptera pas. Tout format qui bradera notre souveraineté et la dignité de notre peuple. Comment voudriez-vous qu'un président de la République qui était élu par son peuple pour respecter sa souveraineté, pour respecter sa dignité, et que ce président-là, par rapport à certains appétits effrénés plutôt, va maintenant capituler si c'est sur quoi il se repose lui-même. Ça devient quand même un peu compliqué. D'accord, puisque nous avons évoqué le Palou en début d'émission, les Palous qui venaient de fêter ses 50 ans et maintenant dans une séance, dans une série d'ateliers, et parmi les participants, ils ont finalement, lors de leurs ateliers, ils ont finalement compris que le calendrier électoral que propose Malou Malou sera difficile d'être exécuté. Les locales, l'urbain, municipal sera difficile, je dis bien difficile d'être exécuté. Pourquoi on n'éclaire pas l'opinion publique là-dessus? Pourquoi on ne lui dit pas finalement la vérité? Non, parce que la vérité devient difficile à dire lorsqu'on est soi-même responsable du mensonge vis-à-vis de l'opinion. Cette vérité-là, ce sont les autres qui ne peuvent pas la dire, parce que nous la disons depuis tous les jours.
nous avons dit que nous soutenons les projets de la révision de la Constitution parce qu'il faut répondre à cette feuille de route de la CENI. La majorité n'a pas changé de langage. Les autres ont dit et continuent à dire jusqu'à aujourd'hui que dans ces projets de révision, nous parlons de l'article 220. Ce qui n'est pas vrai. Maintenant, pris devant ces cas de figure-là, ayant menti au peuple, comment peuvent-ils encore retourner voir les mêmes peuples pour leur dire qu'en réalité, notre problème aujourd'hui, c'est le Sénat? Faudrait-il que le Sénat, les assemblées provinciales, les gouverneurs des provinces puissent faire des mandats, dont un mandat en parfaite illégitimité, pour ne nous concentrer que sur 2016? Il faudrait maintenant qu'ils aillent le dire au peuple que nous avons refusé, ou nous refusons, les projets de révision pour résoudre ces problèmes, parce qu'il y a une tête dans ces pays qui ne nous plaît pas. Parce que nous voulons seulement regarder sa tête et que les autres peuvent être dans une parfaite irrégularité, ça ne nous intéresse pas. Ça deviendra compliqué pour eux. Voilà pourquoi nous qui sommes de la majorité présidentielle, je pense que c'est le moment d'intensifier tout simplement la communication autour de ces sujets. Des amis qui ont menti, comme quelqu'un disait, mentez, mentez, là restera toujours quelque chose. Aujourd'hui, ils trouvent qu'ils sont bités devant leurs propres mensonges. Ils commencent à vivre maintenant l'effet réverbérant. Les mensonges se retournent et se renferment maintenant contre eux-mêmes. Profitons maintenant pour percer avec la vérité parce que le peuple comprendra. Le peuple sait que nous devons résoudre ces problèmes. Et nous devons les résoudre quand? Avant 2016. Mais par quel format? Par quel format? Maintenant, si nous devons utiliser l'ancien format, ça veut dire quoi? Les scrutins directs, allons-y pour une élection présidentielle en 2018 ou en 2019. Maintenant, si nous voulons écouter les délais, révision de la Constitution, mais c'est le peuple qui doit comprendre ces langages. Les cyberfiches des autres, maintenant, ne marchera plus. Ils n'ont plus d'argument par rapport à ça. Parce que parler des effets de Burkina en RDC, madame, c'est un mensonge. Alors, un gros et un monstrueux mensonge au peuple congolais, qui aujourd'hui est confronté à un problème réel. Donc, pour finir par rapport à ce sujet, je veux juste que les Congolais qui me suivent sachent que nous avons un Sénat. Oui, on le sait bien. Je vais le répéter et je ne dirai jamais assez. Vous me l'accorderez, peut-être que je m'épargnerai moi-même peut-être les mots de la fin pour répéter cela, parce que c'est tellement important que j'aimerais que je puisse les sceller comme un sceau. Il y a aussi quelque chose d'important, le verdict de Mamadou Ndala est finalement tombé. 2 officiers de l'armée sont condamnés à la peine capitale. On va dire comme ça que la justice a quand même soulagé quelques esprits. La justice a une vocation. Bon, vous savez, il y a une décision judiciaire qui a dégagé des communiqués. Ça, c'est une mentalité de la société civile. C'est une mentalité que je pense que nous devons bousculer dans notre pays. Hier, madame, une décision de justice. Vous la commentez, ça peut être considéré comme étant une infraction. Hier, je dis bien. Mais aujourd'hui, en RDC, il y a des gens qui pensent que la justice est incapable de faire son travail pour que les verdicts prononcés par des magistrats professionnels, que ces verdicts-là soient réformés par des déclarations d'une certaine société civile. Ce qui voudrait dire quoi? C'est qu'ils ne veulent pas voir les coupables au prétoire. Pour eux, les coupables doivent être ceux qu'eux pensent être coupables sans enquête. Alors qu'un dossier judiciaire, pour que cela aboutisse à un jugement, il y a des préalables d'enquête qui existent. Sans regarder les dossiers d'enquête, ils multiplient les déclarations pour des dossiers où ils n'ont mené aucune enquête, ils n'ont entendu aucun témoin, aucune mise à cause qui était sous le régime de la garde à vue ou en détention provisoire, mais ils ont déjà des idées toutes trouvées parce que ce sont des spécialistes, je ne sais pas de quoi. Non, mais on va dire en ce qui concerne le verdict tombé de Mamadou Ndala. Mais je suis en train de vous dire que la justice est rendue. Oui. Mais ce que moi je déplore, ce que je suis en train de vous dire, c'est les communiqués de la société civile ou d'une certaine société civile qui veut atténuer ces faits qui devaient commencer par soulager une famille parce qu'ils veulent trouver des coupables ailleurs dans un dossier où ils n'ont mené aucune enquête. Donc moi je salue cette décision, je salue la décision de justice qui a été rendue et moi je dis qu'il fallait que cela arrive. Je suis personnellement, ça ne regarde que moi,
contre la peine de mort. Ça, malheureusement, ça n'engage que moi. Notre pays l'applique encore. Donc, je serais favorable pour que cette peine de mort soit commuée à, peut-être, cela puisse même être une perpétuité. Et qu'un jour, que les législateurs puissent revoir un peu la peine de mort dans notre pays. Alors, les corps judiciaires qui se battent bec et ongle pour faire le travail qui lui est assigné exigent aussi le 1600 $ qui leur a été promis. Est-ce qu'on va dire comme ça que le gouvernement fait des promesses qui n'est pas à mesure de réaliser? Vous savez, on ne peut pas prendre un cas de figure et en faire une norme à côté de beaucoup de choses qui se font. Mais sauf que les droits de la greffe dans toute démocratie, c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Dans toutes les démocraties, c'est un droit légitime. Aujourd'hui, si les magistrats pensent que les arguments sont fondés, moi je pense qu'ils peuvent engager une sorte de dialogue avec l'État. Qu'ils engagent ces sortes de dialogues-là pour ne pas sécher les tribunaux, parce que les dossiers qui arrivent aux tribunaux dans notre pays, ils sont plus importants en nombre que le nombre de magistrats, où nous devons encore renforcer les personnels. Alors, sinon, il faut cumuler encore des dossiers parce que plus tard, ils finiront par reprendre leur travail. Donc, mieux vaut qu'ils puissent faire preuve d'une certaine ouverture, de la part du gouvernement aussi, qu'ils puissent se rencontrer. Et je pense que par la force des dialogues, ils trouveront les justes milieux ou la solution qui conviendrait à chaque partie. D'accord, d'accord. On est vraiment à la fin. On va dire un mot sur le Burkina Faso. Après la chute de Compaoré, Michel Kafando a été désigné comme président de la transition pour organiser les élections en 2015. Alors que nous parlons de Burkina Faso parce que la plupart des pays africains sont dans la même situation, c'est-à-dire post-électorale. Et est-ce que cette manière de faire peut servir d'exemple ou peut servir d'une voie de sortie à d'autres pays qui sont dans la même situation, en l'occurrence la RDC? Je m'inscris en faux avec cette affirmation que la plupart des États africains sont dans la même situation. En tout cas, la RDC n'est pas dans cette situation. Donc pour moi, je trouve que la situation burkinabé n'est ni similaire ni identique à la République démocratique du Congo, où le débat sur la révision est ailleurs. Les débats, c'est par rapport aux choses que j'ai essayé d'énumérer tout à l'heure. Mais maintenant, au Burkina Faso, ce qui s'est passé, la presse a fait des commentaires, mais ce qui m'importe, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les non-dits de cette situation. Lorsque nous observons les cheminements des choses, qui aboutissent même, ces cheminements qui aboutissent jusqu'à peut-être à l'élection d'un président qui, il y a 3 ans encore, était quelqu'un nommé par le président Blaise Compaoré, ça me fait penser au Rwanda. Ça me fait penser au Rwanda après le génocide, où Paul Kagame est resté chef militaire, mais il y a eu un président. C'était le pasteur Bizimu. 2 ans après, nous savons où est-ce qu'il est parti. Qui détient les pouvoirs aujourd'hui au Burkina? C'est le président de la transition élu ou c'est Zilda, et que les deux sont encore des gens qui étaient hier encore proches de Blaise Compaoré. Qui est Dendo et la farce dans cette affaire? Donc, les non-dits voudraient seulement que nous puissions comprendre que les peuples burkinabés a seulement été utilisés comme étant une proie par des gens qui ont voulu voir les choses changer. Et ces peuples-là se trouvent aujourd'hui comme Dendo la farce. Voilà la leçon à tirer. La leçon à tirer, elle est celle-là. Ça veut dire que nous ne sommes pas devant une situation, comme certains ont pensé, les capitaliser dans notre pays. Les enjeux et les non-dits de cette affaire, c'est là qui aiment se renseigner. C'est là qui essaient de suivre les choses avec passion. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent par exemple que les éléments de sécurité mis en place par Blaise Compaoré pour protéger l'Assemblée nationale, les fameux jours du 30 octobre, ont été remplacés à 4 h du matin. Par qui? D'accord. Alors, on termine par là. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir et un honneur, avec l'espoir de revenir encore prochainement. Bien entendu, le plateau est là pour vous. On vous remercie également d'avoir été des nôtres pendant 45 minutes pour suivre cet entretien qui reviendra pour vous demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h. Et le prochain programme, le prochain rendez-vous, c'est les mardis à 20h30 avec un nouvel invité, bien entendu. D'ici là, restez avec nous sur B1 et portez-vous bien.